Alors on y va avec une jeune fille de 12 ans qui a un syndrome douloureux abdominal avec fièvre, vomissement. Elle a eu une appendicectomie il y a 4 ans. Elle a des douleurs erratiques un petit peu entre. Et puis là, elle a douleur empattement de la fosse iliaque droite. Elle va dans la clinique qui lui fait une échographie qui trouve une situation d'abcès de la fosse iliaque droite. Et là, le chirurgien m'appelle et me dit Docteur Belaïch, je suis chirurgien à la clinique d'à côté et je pense que l'enfant qui est devant moi a une maladie de Crohn. Je lui dis ah bon? Il me dit oui, parce que bon, c'est un enfant, elle a un abcès et elle a été appendicectomisée. Et on le sait, l'appendicectomie est un facteur pronostic qui, par rapport à une population générale, expose plus à la maladie de Crohn que la population standard. Je suis dit, bon, il a raison, hein. Mais de faire de l'épidémiologie quand on est chirurgien, bon. Je me suis dit, celui-là, peut-être je peux lui confier mes abcès et de la fistule, c'est possible. Et effectivement, hein, c'est des choses qui ont été mises sur des grandes ranges de patients. Eh bien, chez les enfants et les adultes appendicectomisés, eh bien, on sait que l'appendicite augmente le risque de développer ultérieurement une maladie de Crohn. Il y a même des Crohn de l'appendice qui sont spécifiquement sur l'appendice. T'enlèves l'appendice, il n'y a plus de Crohn. Bon. Je lui dis OK. Il me dit oui, alors du coup, on lui a fait un lavement opaque qui a montré une dernière anse grêle, et on le voit ici, hein, qui est un petit peu festonné. On voit un sécom qui est un petit peu mal en point, avec un lavement qui est complètement normal. Autrement dit, on avait fait marcher toute la situation de radiologie de cette clinique, à mon avis, inutilement. Toujours est-il que il me dit, ben voilà, devant l'abcès, je l'ai drainé, et donc j'ai fait un scan post-drainage, et le scan montre toujours un épaississement de la dernière anse grêle, des parois. Je vous le transfère pour coloscopie. Et alors je dis, bon, probablement je vais avoir un enfant qui va avoir, comme on le voit ici, hein, une fistule grêlocolique ou colocolique. Vous voyez un petit peu là le pus, là? Là. Vous voyez le pied de vache, là? Et donc j'ai dit, je vais probablement avoir ça. Donc j'ai dit ok, je mets mes gants, on va y aller. Et avant, de peur qu'on soit devant une forme sévère de Mickey, je lui fais un abdomen sans préparation. Je lui fais un abdomen sans préparation. Et là, vous dites, ben, il va nous dire qu'est-ce qu'il a vu. Mais je vous laisse regarder quand même un peu. Et là, vous me dites, ok, il y a une épingle, bon, elle est peut-être un peu gothique. D'autres vont dire, de toute façon, le tracé est trop pénétré, on ne voit rien. Il y a une image, là. Et quand on regarde le scan, il y avait une image, là. Autrement dit, cet enfant avait refait une appendicite sur un moignon appendiculaire. Et ça, il faut que vous le sachiez, c'est que quand on enlève l'appendice, si jamais on laisse une profondeur qui est de plus de 5 mm, 5 mm, c'est pas beaucoup, hein, on peut refaire une appendicite chez un enfant qui a déjà eu une appendicite. Et donc, c'est une situation qui n'est pas si rare que ça. On en a 2-3 par an et qui, à tort, hein, fait évoquer évidemment une maladie de Crohn. Mais le plus souvent, c'est ces enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et la mère, elle dit, j'en peux plus, il a mal au ventre, vous comprenez. Et puis avec la douleur qu'elle a, elle doit bien avoir quelque chose. Elle ne va plus à l'école. Et j'aimerais partager avec vous des éléments de littérature et de ma modeste expérience sur le fait que, premièrement, l'intensité n'est pas un signe d'alerte en faveur d'une maladie organique, que je dirais même plus que plus la douleur est vécue comme étant atroce, plus elle est stigmatisée avec des mots de fonctionnalité qui sont sévères, et moins la probabilité d'une maladie organique est à évoquer. D'accord ? C'est-à-dire que
Dans les critères qui sont les critères dits drapeau rouge qui doit nous inquiéter, ben, comme on le voit, on n'a pas l'intensité de la douleur. Par contre, on sait que devant l'incidence des Mickey qui augmente de plus en plus, quand il y a des cas familiaux, on a un risque. Quand on a une maladie de Crohn, on a un surrisque dans la famille qui est multiplié par 8. Quand c'est une RCH, c'est multiplié par 6. Autrement dit, on a un surrisque, c'est vrai. Mais j'aimerais apporter votre attention sur cette publication qui montre bien, vous voyez, le range, il est là, qui montre bien que contrairement à ce qu'on pense, quand on se réveille la nuit, d'accord, quand on a des douleurs articulaires, ça n'est absolument pas statistiquement significatif en faveur d'une maladie organique. Quand on ne va pas à l'école, c'est plus souvent une maladie fonctionnelle. Autrement dit, je me réveille la nuit, je ne vais pas à l'école, j'ai mal aux articulations, pour vous, ce ne doit pas être décisif pour explorer les enfants en vue d'une maladie organique digestive. Donc, ce que je vous dis, c'est fort, hein, parce que dans nos études, on n'a pas appris ça du tout. Hein. Okay, donc ça date de 5-6 ans. Et donc, il faut effectivement bien regarder ce qu'il en est au niveau de l'examen clinique et en particulier, regarder s'il y a des aftes, regarder s'il n'y a pas des épaississements labiaux, peu importe le nom, hein, mais on sait qu'il y a des chéléites granulomateuses. Et donc ça, souvent, quand la personne arrive, je fais le diagnostic en le regardant du visage. D'accord ? Et ça n'avait pas été vu par mes collègues. Donc, sachez regarder les lèvres à la Mick Jagger. Sachez regarder l'hypertrophie gingivale. L'hypertrophie gingivale, c'est assez simple. Hein. Soit il est sous anti-épileptique, soit si c'est une jeune fille, est-ce qu'elle n'est pas enceinte, d'accord ? Soit on est dans une hémopathie, soit c'est le scorbut, soit c'est une Mickey. C'est assez clair, d'accord ? La langue comme ça, vous voyez comme elle n'est pas jolie, hein, c'est la langue scrotale. Vous voyez, on a fait un granulome, on l'a biopsié ici. Ici, c'est une enfant qui était suivie depuis 2 ans par le stomato pour épaisseur de la joue. On a biopsié à l'intérieur de la joue, granulome. Ici, petite fissuration au niveau de la face interne. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. On a biopsié, granulome. Autrement dit, l'examen clinique de la bouche est capital, des lèvres, de la langue, de l'anus, on ne va pas y revenir, d'accord ? Chez la fille, il peut avoir aussi des problèmes labiaux, hein, d'érythème, d'induration. Donc il faut vraiment baisser la culotte pour arriver à évoquer ces diagnostics de Mickey. Bien évidemment, je ne vous apprendrai rien en sachant qu'il y a des atteintes cutanées qui sont évocatrices, d'autres qui sont beaucoup plus spécifiques. Celle-ci, qui s'appelle le pyoderma gangrenosum, on a l'impression que c'est du pus infectieux, mais pas du tout, c'est du pus inflammatoire. D'accord ? Et puis parfois, on est devant ces situations où l'enfant, elle a mal au ventre, et puis elle a la diarrhée, elle a de la fièvre, et on est dans une situation où on va jusqu'à l'endoscopie, ce qui a été le cas chez cet enfant. On fait l'endoscopie iléite terminale. Iléite terminale, l'anapathe, l'anatomopathologie, dit iléite avec une gastrite aéosinophile. Qu'est-ce qu'on recherche? Pas une maladie de Crohn. Un parasite, en particulier l'anisacase, là c'est au grossissement 2000. Hein. Donc ça, c'est des mangeurs de sushi. Il faut savoir que c'est uniquement sur le poisson frais. Et donc, c'est pas pour se dégoûter, hein. C'est rare, mais ça existe et dans tous les continents et dans tous les pays. L'anisacase simplex. Donc, devant ces situations, est-ce qu'il y a eu consommation de sushi frais ou pas? D'accord? Et puis, il y a l'histoire de Nour. Nour, 10 ans, un tableau d'invagination. OK. 2 tableaux d'invagination. Et puis, devant le tableau de récidive, le chirurgien opère cet enfant et là demande une extemporanée en anatomopathologie et l'extempo dit granulome épithélioïde de l'appendice.
Et à ce moment-là, alors nous, on a un chirurgien, une ambiance... vous voyez, les vrais chirurgiens, je ne sais pas s'ils sont comme ça au Maroc. Les chirurgiens à Paris, c'est toujours, ils ont toujours le col comme ça, là. On a l'impression qu'ils sont en érection du col, vous voyez. Et puis, ils ont tout le temps, genre, j'ai des poils. Les chirurgiens, parce que les chirurgiens femmes, évidemment, ne sont pas en décolleté. Alors, et donc, ils sont comme ça. Genre, le pédiatre est velu, ce qui est... Voilà. Et alors... Il arrive et il me fait ouais, Marc, ils ont toujours une voix gutturale. Vous avez les chirurgiens comme ça, ils parlent toujours. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il fait Marc, je t'appelle parce que là, je suis en train d'opérer une petite et l'anapathe me dit granulome épitélioïde. Moi, je suis dans mon bureau. Je l'ai au téléphone. Hein. Je suis dans mon bureau. Et alors, il me dit granulome épitélioïde, ça existe, les invaginations qui révèlent une maladie de Crohn? Alors je dis, et là, il faut être très rapide. Il faut avoir l'ordinateur allumé, PubMed sur le bureau, obligatoire. Il faut avoir le double clic assez élégant pour qu'on ne l'entende pas au téléphone. Tic, clic. Et alors le pire, c'est qu'il faut savoir comment on dit invagination en anglais, et là c'est mort, hein, si tu ne sais pas. Parce que si tu mets invagination, c'est no item found, d'accord? Donc c'est intussusception. Et donc tu fais intussusception, Crohn's disease, et là, devant mes yeux ébahis, je vois 62 publications. Et là, ça a pris 10 secondes, hein, parce qu'au début je fais... et puis je lui dis, ouais non, c'est assez classique. Et alors il me dit, ah non mais j'ai bien fait de t'appeler, t'es vraiment trop fort. Je dis, non mais ça c'est l'expérience, si tu veux, c'est... on n'y peut rien, c'est comme c'est bon. Je lui dis écoute, bon, fais ce que tu as à faire, puis tu me la confies, je vais m'en occuper après. Et donc il l'opère, etc. Puis je revois l'enfant, je lui fais une coloscopie qui voit une iléocolite. Et donc je me dis, bah voilà, je la rappelle, je lui dis écoute, on a bien fait il faut toujours le mettre le on, vous voyez, équipe, je dis voilà. On a fait un bon diagnostic de maladie de Crohn et je revois l'enfant pour le traitement. Et comme on va le voir tout à l'heure, le premier traitement dans ces situations chez les enfants un peu dénutris, c'est de leur proposer un traitement nutritionnel avec un lait un petit peu particulier. Et je lui dis, mais le lait, tu aimes et tout ça. Elle me fait, ah non, 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 alors moi je supporte pas le lait. La mère, elle dit, ah non, non, dès qu'elle voit du lait, non, c'est que du jus d'orange le matin. Et je lui dis, bon, écoutez, on va arrêter du jus d'orange. Et là, je la mets sous corticothérapie. Je la mets sous corticothérapie. Et je lui dis, écoutez, ça va aller mieux en une semaine. On se revoit dans un mois pour faire les décroissances de corticothérapie. Et donc, j'entends pas parler d'elle. Et un mois plus tard, je revois l'enfant qui arrive à ma consultation. Je la reconnais pas. Elle a perdu 6 kilos déjà, qui était comme ça. Elle a perdu 6 kilos, blafarde. Comme ça. On a l'impression qu'elle avait fait un 100 mètres alors que c'était à peine levé. La mère a dit, écoutez docteur, ça va pas du tout. Je lui dis, mais j'avais dit un mois, mais si ça allait pas, il fallait venir avant. Elle dit, mais non, on a eu des problèmes. Puis le rendez-vous, c'était difficile. On a attendu. Écoutez, là, ça va pas. Hein. Je dis, ah ben oui, ça va pas. Alors, j'appelle l'interne. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux trouver un lit là? Il faut vraiment hospitaliser la petite là qui a fait... qui a un Crohn sur invagination. C'est une belle histoire, je te la raconterai. Mais est-ce que tu peux t'en occuper? Et donc, je finis ma consultation un peu préoccupé et l'interne s'occupe de cette petite patiente. Et puis, je monte à la fin de ma consultation et là, il y a l'interne qui m'attend et qui me dit Marc, est-ce que je pourrais te voir dans ton bureau? Normalement, c'est moi qui convoque l'interne dans mon bureau, là. Mais là, c'est l'interne qui me convoque dans mon bureau. Je dis, bon, sois le bienvenu. Mais bon, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, j'ai vu le dossier, tout ça. Je dis, ouais, la petite qui a le Crohn. Elle me dit, oui, voilà. Et en fait, j'ai eu le résultat parce que j'ai passé des coups de fil de bactériaux et c'était une tuberculose iléosécale. Donc, c'est une histoire... Dans la région parisienne, on n'en a pas beaucoup, mais c'est sûr
que dans les pays d'endémie de la tuberculose, c'est plus fréquent. Donc, je voulais vous dire que des invaginations à répétition, ça se voit aussi dans la tuberculose. Que deux, je vous dis un scoop, la corticothérapie n'est pas un bon traitement d'initiation, de résolution de la tuberculose, si vous vouliez en être certain. Toujours est-il qu'entre une tuberculose et une maladie de Crohn, il y a véritablement, comme vous voyez, très très peu d'éléments qui sont des éléments différenciants. Et c'est une erreur médicale que je voulais vous partager. Mais le plus souvent, on est devant un enfant qui a mal au ventre, qui perd un peu de poids, mais comme elle ne mange pas, on ne sait pas trop, qui a une CRP, vous savez, genre à 8, 9, ou bien une VS à 10, on ne sait pas trop, vous voyez. Et on lui dit, on se dit, allez trouver et faire une endoscopie. Je ne sais pas si vous avez facilement une endoscopie près de chez vous, mais parfois c'est difficile et on a envie de faire une évaluation non invasive, vous voyez. Et dans cette évaluation non invasive, j'adore ce papier, même s'il est vieux, ils expliquent bien que si on fait CRP-VS, albuminémie, calprotectine dans les selles, vous avez la possibilité d'avoir calprotectine dans les selles, une échographie des parois coliques, pas une échographie abdominale, une échographie des parois coliques. D'accord ? Alors dans le papier, il y avait marqué P en K et ASCA. Honnêtement, on va y revenir. Mais si on a tout ça qui est négatif, la valeur prédictive négative est de 99,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout est négatif, ça peut véritablement vous éviter de faire des investigations invasives. Par contre, vous avez toute votre finesse de clinicienne et de clinicien pour aller dans un sens ou pas de diagnostic. En ce qui concerne les ASCA en cas, ils sont normaux dans un tiers des cas de la population générale. Donc, on peut inquiéter à tort des parents et des enfants s'ils sont ASCA ou en K+. Par contre, quand on a fait le diagnostic avéré de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, il faut faire en K ou ASCA parce qu'on va voir si on va être plutôt dans le phénotype maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. D'accord ? L'échographie des coliques, je vous en supplie, éduquez vos radiologues pour mesurer les parois coliques. C'est extrêmement fiable et intéressant, à la fois pour le diagnostic au début, mais surtout pour le suivi ultérieur au niveau des poussées. L'entéro-IRM, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions, avec une préparation pour voir des épaississements comme ça de la dernière anse grêle ou du côlon. Autrement dit, c'est difficile. Et l'endoscopie, avec parfois des sténoses de valvules ou des grandes ulcérations, c'est évidemment des choses qui vont vous permettre de faire le diagnostic en sachant que le diagnostic de certitude, on l'a exceptionnellement, mais c'est possible. Donc on a des images, je vais vous les faire, même si vous ne faites pas d'endoscopie, il faut que vous les voyez quand même. Quand on a cette ulcération là en papillon, vous voyez ça? J'appelle ça l'ulcération farfalée, parce que j'adore les pâtes. D'accord? Si vous avez ce que les Anglais appellent cobblestone, c'est-à-dire cette ulcération avec ulcération longitudinale profonde, pseudopolype, en alternance. Si vous avez la fistule entéro-entérique, ça c'est une maladie de Crohn. Si vous avez maintenant d'un seul tenant une atteinte de la muqueuse qui part de l'anus jusqu'à un bout du côlon, on est plutôt dans du rectocolite hémorragique. Donc vous allez me dire, pour les prendre en charge, le mieux, c'est de connaître la physiopathologie. La physiopathologie, en fait, on sait qu'il y a de plus en plus de maladies de Crohn parce qu'on est dans la fameuse hypothèse hygiéniste où l'épidémiologie va dans ce sens. C'est-à-dire que c'est des pays quand même qui sont dits, entre guillemets, en voie de développement, qui ont le moins d'enfants et d'adultes avec des Mickey. Ça, c'est une évidence. D'accord ? Alors, j'avais bien aimé le papier de mon ancien patron qui avait dit « Tout ça, c'est la cause des réfrigérateurs ».
effectivement, dans les réfrigérateurs, on voit que l'incidence de la maladie de Crohn, elle est proportionnelle au taux d'acquisition de réfrigérateurs dans la population générale. Là où tu as le plus de personnes qui ont des réfrigérateurs, c'est là où il y a le plus de maladies de Crohn. Alors on a dit, bon, et alors? En fait, on sait que dans le réfrigérateur, il y a ce qu'on appelle des bactéries psychrotrophes, c'est-à-dire qui arrivent à pousser à 4 degrés. Vous savez que dans le réfrigérateur, c'est 4 degrés. Vous savez qu'il est interdit de mettre des aliments ou des restes alimentaires dans la porte du réfrigérateur. Il est interdit de mettre des médicaments. Il est interdit de mettre des vaccins, du lait infantile. Hein. La porte du réfrigérateur, vous savez, c'est fait pour fermer le réfrigérateur. Parce que dans la porte du réfrigérateur, on est à 6, plus 8 degrés. À l'intérieur, on est à plus 4 degrés. Entre plus 4 et plus 8, c'est la teuf aux bactéries. Hein. D'accord? Et donc là, l'hypothèse de Jean-Pierre Hugo, c'était de dire, ben voilà, les gens, ils ont des réfrigérateurs, donc ils ont l'habitude de manger de manière très très chronique des bactéries au long cours, en particulier des Yersinia. Et vous savez que les Yersignoses, ça donne comme une maladie de Crohn. Des iléites, des iléocolites. Et donc, c'était son hypothèse. Pour aller plus loin, il y a, c'est quelqu'un qui est à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui a mis en évidence dans le microbiote le F-Pro. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce F-Pro, il est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on a une maladie de Crohn, on a moins de F-Pro. Quand on est en rémission traitée, on a le taux de F-Pro qui monte. Et quand on est en poussée, on a le taux de F-Pro qui diminue. Et donc, il y a eu plein d'études avec des donneurs sains. J'ai fait partie parce que c'était des donneurs sains payants. Et donc, tout le monde a fait la queue pour donner ses selles pour une fois qu'on pouvait faire caca et que ça pouvait rapporter. Et donc, devant l'hôpital Saint-Antoine, tout le monde courait, non pas à l'exonération d'impôts, mais à l'exonération payante, vous voyez. Et donc, oui, on participe à la science dans ces histoires. Et donc, il a réussi vraiment à le montrer. Et donc là, actuellement, il est en train d'essayer de faire des gélules de F-Pro. Je vous dis ça pour dans 10 ans. Hein, mais des gélules de F-Pro, okay, de Faecalibacterium protznii. Et donc, pour les enfants ou les adultes qui ont des maladies de Crohn, quand ils commencent à être en poussée, ils se prennent 10 gélules et on va voir s'ils vont aller mieux ou pas. Pour l'instant, l'étude, il est en PHRC. Mais c'est vrai hein, ce que je vous dis. D'accord ? C'est l'équipe de Harry Sokol qui est quelqu'un d'extraordinaire. Toujours est-il que l'histoire de la maladie de Crohn, c'est le F-Pro, la génétique, on sait que c'est note 2 carte 15, peut-être les Yersignoses, peut-être la chaîne du froid, et puis le système GAL qui est le système immunitaire. Toujours est-il que dans les maladies de Crohn, on en a en fait dans les Mickey 4 types, la maladie de Crohn, la RCH, la colite indéterminée, et puis ce truc-là. Ce truc-là, il est d'identification assez récente, mais important. Ces Very Early Onset IBD nous ont permis de distinguer les Mickey, et ça c'est important que nous le sachions. En dessous de 6 ans, il n'y a pas de Crohn ou de RCH. En dessous de 6 ans, il n'y a que les Very Early Onset IBD qui sont des colites monogéniques. D'accord ? C'est important quand même ça. Au-dessus de 6 ans, c'est comme pour l'adulte. Le seul problème et la différence, ça va être la croissance. Mais en dessous de 6 ans, c'est des maladies spécifiques. Et dans ces histoires-là, il ne va pas falloir essayer de trouver un diagnostic. Il faut envoyer de la génétique avec des puces, d'accord, pour arriver à screener complètement le chromosome X et essayer de voir s'ils n'ont pas des déficits en IL-10, etc., etc. D'accord ? Et donc, ça s'appelle les Very Early Onset IBD. Hassan m'a envoyé un jour un enfant qui avait un anus extrêmement détérioré. Il était tout petit. Il m'a dit, est-ce que ça peut être une maladie de Crohn ? Je lui ai dit, c'est un Very Early Onset IBD. D'accord ? Donc, c'est intéressant de faire quand même un diagnostic. Colite monogénique précoce. D'accord ? Alors, comment on les traite ? Alors, il y a plein de recommandations qui vont dans tous les sens. Comment on les traite ? Il y a 2 manières de traiter.
soit ce qu'on appelle la step-up approach, soit la top-down. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soit on traite, ça ne marche pas, on monte d'un cran, soit on fait le bazooka au début, puis on diminue après. Honnêtement, quand on propose les possibilités aux parents, tous veulent faire top-down. Parce que tous veulent être améliorés vite. Et ça a une... Comment dirais-je? C'est raisonnable. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on casse la cinétique d'évolution de la maladie le plus tôt possible, celle-ci va évoluer le mieux possible. Donc on est actuellement de plus en plus vers des enfants qu'on va traiter d'abord avec des traitements lourds, puis ensuite avec des traitements de moins en moins lourds. Donc les traitements de la poussée, ça peut rester les corticoïdes, ça peut être dans les formes mineures la mésalazine, c'est le pentasa, d'accord ? Ça peut être dans le traitement de fond des immunomodulateurs. Le plus souvent, on utilise des thiopurines type Immurel, d'accord, azatioprine. Et puis, ça peut être des traitements biologiques. Le premier qui a été mis sur le marché, c'est l'infliximab, qui est maintenant génériqué, donc il est accessible. Ça coûte pas cher, enfin pas cher. Ça coûte moins cher, d'accord. Et puis, c'était par voie intraveineuse. Maintenant, on a l'adalimumab, qui est un anti-TNF, un anti-inflammatoire biologique très puissant, qu'on passe par voie sous-cutanée. Et l'adalimumab, maintenant, également, est génériqué. Tout le reste, c'est des AB. Et j'ai pris la décision de ne pas vous faire toute la liste de toutes les biothérapies. Mais si vous avez des questions, je vous y répondrai volontiers. Ce qui est important à savoir, c'est que la maladie de Crohn, si on fait un traitement nutritionnel, on arrive à faire céder les poussées. Alors, il y a un produit spécifique qui est sorti, mais honnêtement, l'idée, c'est de leur donner des compléments nutritionnels, quels qu'ils soient. Alors, si on a le lait sans lactose avec des facteurs d'enrichissement entérocytaire, c'est mieux. Mais à la limite, même si on met un complément nutritionnel standard, chez les enfants qui ont une maladie de Crohn, regardez, avant, après. C'est fou quand même. D'accord? Cet enfant a eu juste de l'azatioprine avec une nutrition entérale. Et du coup, on s'est dit, mais c'est vraiment incroyable ça. Donc peut-être qu'en faisant une alimentation un petit peu particulière, on pourrait peut-être arriver à traiter les maladies de Crohn. Et c'est là où Ian Turner et Levin, en 2019, ont publié dans Gastroentérologie quelque chose de formidable qu'il faut que vous connaissiez, même si c'est difficilement applicable. C'est ce qu'ils appellent, parce que c'est évidemment marketé, c'est ce qu'ils appellent l'exclusion diététique de type Modulife. Je vous le dis pour l'avoir testé, chez l'enfant et chez l'adulte, dans les maladies de Crohn, parce que dans les autres Mickey, ça n'a pas été testé, si on donne à manger uniquement, et vous voyez qu'il y a plusieurs éléments et plusieurs données au fur et à mesure du temps. Phase 1, si on donne du lait qui est ce fameux lait sans lactose enrichi en facteurs nutritionnels qui s'appelle modulène, et qu'on donne à 50% de la ration, et qu'on donne en complément uniquement du blanc de poulet, des pommes de terre bouillies, 2 bananes et une pomme par jour, d'accord? Si on donne ça pendant la première phase, la deuxième phase, on enrichit avec du poisson maigre, avec du riz, on a le droit de prendre d'un peu de fraises et des légumes, on a des jus qui sont adaptés, eh bien, les enfants, au long cours, ont à la fois une valeur nutritionnelle et à la fois une rémission de leur maladie de Crohn. D'accord? Avec des éléments qui sont spectaculaires et avec des taux, vous voyez, hein, des taux qui sont tout à fait intéressants. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fabrique, avec cette diète d'exclusion, des troubles du comportement alimentaire plus tard. Hein. Mais
Tant et si bien que les Écossais ont dit « Ah ben nous, on va faire la même chose, mais sans le lait, parce que nous, on n'aime pas le lait. » Et ils ont fait la même chose avec des pâtes et du fromage. D'accord? Autrement dit, pour l'instant, on traite les maladies de Crohn avec des biothérapies, c'est efficace. Mais parfois, on a la possibilité de traiter de manière beaucoup plus, avec tout autant d'efficacité, avec beaucoup moins invasif et avec autant d'efficacité, les enfants et les adultes avec un traitement nutritionnel adapté. Donc, gardons tout ça toujours dans notre polarité positive. Je vous remercie de votre attention.